Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale, les actus tech, logiciels, productivité pour les entreprises. Ce matin, je le disais dans les annonces, un programme assez dense. Installez-vous, je sais pas si vous avez un petit café, un petit thé, on va passer une heure ensemble. J'ai prévu quelques news. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on va voir? En gros, il y a plusieurs choses que j'ai vu passer cette semaine. Des nouveautés sur Arc Browser, Windows et la mise à jour d'hier qui est assez solide. Je voudrais parler un petit peu de Folk CRM, qui a sorti une mise à jour de son plugin, qui est un CRM que j'ai envie d'appeler nouvelle génération par rapport un peu au logiciel installé, Pipedrive, HubSpot, comment il s'appelle, Salesforce, Dynamics, etc., qui sont un petit peu... Je mets Pipedrive dedans désormais, hein, même si fut un temps, Pipedrive était un peu un outil nouvelle génération. Maintenant, ça y est, c'est un logiciel installé, qui a une certaine renommée, un certain prix aussi à déployer, à utiliser. Et Folk, pour moi, voilà, c'est un petit peu le nouvel acteur qui essaye d'apporter quelque chose de nouveau là-dedans. Donc j'aimerais en parler un petit peu juste pour dire ok, ça existe, c'est là, c'est pas forcément destiné aux PME mais plus aux TPE, très petites, très TTPE, voilà. Donc Folk, j'aimerais vraiment en parler. J'aimerais aussi parler un peu d'intelligence artificielle, non pas pour expliquer des fonctionnalités qui sortent, mais juste pour expliquer un petit peu les régulations qui sont en train de... Enfin, les tentatives de régulation, pour être précis, qui sont en train de sortir sur l'intelligence artificielle, que ce soit l'Union Européenne avec le Royaume-Uni, pardon. Les géants eux-mêmes qui s'allient, c'est-à-dire que les 4 plus gros acteurs qui s'allient eux-mêmes pour essayer d'auto-réguler l'histoire. On a déjà vu ça plusieurs fois dans le passé. Ça n'a jamais donné des choses vraiment très positives. Bon, à voir. C'est toujours bien quand c'est quelqu'un d'externe à tout ça qui essaye de réguler, plutôt impartial, plutôt indépendant aussi, qui n'a pas de parti pris ni économique dans les décisions qui seront prises par la régulation. On va pas faire l'histoire avant l'histoire. La facture électronique pour les entreprises, un gros sujet. Il y a le nouveau calendrier qui est enfin sorti après l'annulation cet été. Merci Nesta, pardon, pour me confirmer qu'on me voit bien et qu'on m'entend bien. Ça me rassure, j'ai toujours peur, même si j'essaie d'avoir des contrôles un peu partout, que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc la facturation électronique, on en parlera un petit peu. Santé et tech, ça c'est pareil, c'est un peu un fer de lance que j'essaie d'aborder régulièrement, notamment sur la newsletter productivité. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a eu un gros coup hier avec 40 États des États-Unis, 40 États américains qui ont accusé Meta, donc Meta c'est la holding de Facebook, de nuire à la santé mentale de la jeunesse. Et si je peux aussi y aller de ma petite opinion, pas que de la jeunesse. Voilà. Et d'autres petites tentatives comme ça d'essayer un petit peu de se soucier de tout ça et du temps que les jeunes peuvent y passer, que nous aussi en tant qu'adultes, on peut y passer, de la dépendance qui peut se créer, de la nuisance sur la santé aussi, du fait qu'on puisse pas se concentrer, etc., etc. On verra ça peut-être à la fin, parce que comme ça au moins ça nous laisse un débat sans être limité dans le temps. Je sais pas si le programme vous plaît, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat. Et on attaque tout de suite. Est-ce qu'on prend dans l'ordre? Allez, on va prendre dans l'ordre, je l'ai mis comme ça. Je ne l'ai pas forcément annoncé comme ça sur les réseaux, mais on va le prendre comme ça. Arc, qui a sorti, je vais juste baisser, je sais pas, à chaque fois j'ai peur que ce soit trop fort. Voilà, Arc qui a sorti, je le disais, une grosse... Alors, on va prendre les trucs dans l'ordre. Il y a pas mal de personnes qui sont sur Windows et qui attendent avec impatience, ou pas d'ailleurs, de tester ou d'utiliser de façon pérenne Arc Browser. C'est un bon outil, en effet. C'est pas ça qui changera forcément la façon dont on va utiliser un site internet, ça reste un navigateur. Néanmoins, c'est vrai qu'au quotidien, il y a quand même pas mal de petites choses supplémentaires qui peuvent améliorer un peu la productivité, etc. Donc, ils ont annoncé que Arc for Windows is alive, était en vie. Donc, ils nous ont fait un screenshot. Ici, c'est Josh Miller, le fondateur, je crois que c'est le CEO, voilà, c'est ça, CEO, qui nous a annoncé que c'était live, donc ça fonctionnait. Ils étaient déjà en train de le tester. C'était plus en développement. Ce qui fait que ça devrait pas tarder à sortir. Vu la méthodologie de développement qu'ils utilisent pour développer Arc, on devrait pas tarder à en entendre parler pour Windows. Donc là, on a un petit screenshot qui nous montre voilà, qu'on est bien sur Windows. Et avec le side by side, la navigation comme ça côte à côte.
Donc ça va pas tarder à sortir sur Windows. Ça devrait prendre encore, faire prendre encore un autre braquet à Browser Company, hein, qui est l'éditeur derrière Arc Browser, qui est déjà bien utilisé pour tous les possesseurs de macOS. Et tout le monde Microsoft va enfin pouvoir découvrir cette révolution à prendre avec des pincettes, attention, hein, qui est Arc Browser. Voilà, donc ça c'était la petite news, c'était pas forcément les nouveautés fonctionnelles, même si c'est intéressant de se dire. Alors ils l'ont développé pour ceux que ça intéresse sur Swift, je crois, qui est le langage, le langage, je sais pas si on peut appeler ça un langage ou un framework, en tout cas qui est utilisé par Apple, c'est un langage Apple, enfin un framework Apple. Je crois que c'est ce sur quoi se base Safari, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises, je suis pas dev. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vient d'Apple, qui permettrait de développer des apps assez facilement, mais qui n'est pas forcément compatible, enfin compatible non, mais qui n'est pas forcément associé nativement au monde Microsoft. Voilà. On va pas s'attarder là-dessus, ça va sortir, dès que ça sort, je le dirai de toute façon. Ensuite, il y a une nouveauté qui est sortie, et ça je trouve ça assez cool par contre, pour le coup. C'est sorti hier, tous les jeudis, hein, ils sortent une release Arc Browser. Là, pour les gens qui ont déjà Arc, on va pouvoir s'en servir. C'est qu'en gros, on peut partager tout un tas d'informations. Vous avez à côté des petits dossiers, si vous avez un petit bouton Share, vous pouvez partager deux choses. On va ouvrir la note. Alors, c'est une vidéo, on va pas se la taper. En plus, elle est forte. On va pas se la taper en entier, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que ça fait. Je l'ai lu ce matin en arrivant. Elle a été publiée hier. J'avais déjà coupé l'ordi, moi. Et donc, en gros, vous pouvez, si vous montez un dossier comme ça avec pas mal d'informations. Là, ici, j'ai un dossier pour les reporting et marketing. Quand je fais les reports sur LinkedIn où j'explique un petit peu les performances de BLC, je me suis fait une petite stack comme ça m'évite de rechercher où sont les stats, etc. Donc, j'ai les stats YouTube, les stats du site, les stats LinkedIn, les stats Discord. Si je veux partager ça avec mes collègues, j'ai plusieurs façons de faire. Soit je vais aller sur chaque site ici, prendre le lien. Là, ça marche pas parce que je suis pas logué avec le bon compte Google, mais YouTube. Je vais prendre le lien et je vais partager le lien comme ça dans un mail, etc. avec des tirets. Voici le lien pour les stats YouTube, voici le lien pour les stats LinkedIn, voici le lien, etc. Soit j'ai une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire, désormais qui est sortie, qui est de partager carrément le dossier. Donc là, j'ai un petit bouton Share Folder. Hop. Je clique ici, je copie Link to Folder. Ça me fait un lien dans mon presse-papier, on voit qu'il est dans le presse-papier. J'envoie ça à un collègue, et quand il va l'ouvrir, il aura automatiquement le dossier qui va se créer dans son espace de travail. Qu'il soit sur Arc, et je crois, on va le tester tout de suite, qu'il soit aussi sur Safari. Mais j'ai un doute là-dessus. Sur Arc pour sûr. Donc là, en fait, hop, si je fais ça, boum, voilà, ça va m'ouvrir ici un petit onglet. Petit problème, ok, bon, ça c'est les liens en fait, mais vu que je les ai chargés avec des erreurs, ça va chercher les liens avec des erreurs. Donc là, s'il est sur Arc, il verra Add a folder to Arc, et s'il est sur Safari, on va le tester tout de suite, Safari. Et ben ça fonctionne. Alors c'est même pas Safari en fait, ça l'ajoute pas en tant que dossier à Safari, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir dans n'importe quel navigateur. Ouais, c'est pas mal ça. Nesta nous dit, Nestatex, pardon, je vais essayer de prononcer en entier. Ça franchement, parce que voilà, sur n'importe quel navigateur, c'est pas fermé, je vais essayer de trouver mes mots, je sais pas fermé en fait à un écosystème. Si c'était Apple qui l'aurait sorti, on aurait pu l'utiliser qu'avec Safari, vous voyez un peu le truc. Si c'est Arc, eux ils sont plutôt open, et là vous voyez je suis sur Safari, ça me l'a ouvert, hop, je peux consulter la page, Discord, hop, et ça me fait le petit lien qui se met ici directement en preview, je peux cliquer dessus. Ça franchement c'est assez cool, et du coup sur Chrome, mais j'ai pas Chrome, sur Mozilla aussi, hein, c'est un lien URL en fait, hein, donc à partir de là il n'y a pas de problème. Hein. En fait ça marche avec tout, ouais c'est ça, parce que c'est un lien, c'est une URL en fait qui est consultable. Mais si on l'ouvre sur Arc, ça va faire un truc supplémentaire. C'est-à-dire que ça va l'ajouter dans le dossier ici à gauche quoi, en fait. Add to folder, hop, si je le fais, boum, ça me crée ici, hop, alors j'en aurai deux du coup, parce que je me partage à moi-même, c'est un peu bizarre. Mais j'en aurai deux du coup avec à l'intérieur, boum, je retrouve mes petites informations. Ça c'est quand même cool, j'avoue. Je ne l'ai pas testé, je le teste là ce matin parce que je fais la mise à jour. Je l'ai vu hier passer, la nouveauté, parce qu'ils envoient une news en fait sur mail avec la nouveauté chaque jeudi, etc. Je l'ai vu passer, j'ai dit ouais ok bon, c'est cool, on peut partager des trucs, c'est un navigateur, let's go quoi.
Mais ouais, j'avoue, j'avais pas saisi l'usage. Et on peut carrément partager un espace de travail entier. Là, ici, moi, j'ai un espace de travail contenu ici, qui est l'espace de travail sur lequel je me mets quand je suis en live. Donc là, je suis en live, je me mets sur cet espace de travail-là. Okay, bah, je vais pouvoir carrément le partager aussi. Copy link to space, et je peux le partager. Et si je l'ouvre dans Arc, on va le faire ici, ça va me dire, voilà, add space to Arc, donc ça va m'ajouter carrément un espace avec toute l'organisation que j'ai faite. Un peu moins d'intérêt que l'autre, néanmoins ça peut être pratique. Et si on l'ouvre sur Safari, est-ce que je l'ai encore mon Safari? Ouais, il est là. Ah, Safari, pas content Safari. Qu'est-ce que ça me fait? Bah voilà, ça m'ouvre un espace de travail sur Safari. Avec carrément le petit séparateur ici des onglets qui sont en cours en mode onglet jetable, des onglets qui sont ici ouverts, les dossiers, quand j'ouvre, etc. Là, je suis sur Safari. Hein. Ok. Ça peut être sur Mozilla, peu importe. Non, ok, cool. Ok. Ça, c'est pas mal, je le vois tout de suite pour les entreprises. Si par exemple on fait un onboarding, j'ai le nez dedans en ce moment, c'est pour ça que je parle de ça. Quand une nouvelle personne arrive, il faut que, je sais pas, chez nous, chez BLC par exemple, on a pas mal d'outils. Hein. On est un petit peu, et là on en a rajouté en plus avec Notion, mais que pour la partie RH. Si vous n'avez pas vu le live d'hier, en ce moment je suis en train de construire un système RH complet sur Notion pour remplacer les multitudes de fichiers Excel qu'on avait partout. Et du coup, on a pas mal d'outils et on a, je sais pas moi, Slide pour la base documentaire, Asana pour les projets, Pipedrive pour le CRM. Voilà, on s'est construit une petite stack comme ça, assez bien organisée. Et quand une nouvelle personne arrive, on pourrait très bien se dire, bah ok, je crée un espace de travail un peu modèle, lambda, standard, que je set up moi en tant que DSI, en tout cas, en tant que personne qui s'occupe de l'IT, chez nous. Et du coup, quand la personne arrive, j'ai juste à lui envoyer ça. Et ça va le rajouter automatiquement dans son arc. On n'utilise pas arc de façon, généralisée chez BLC parce qu'il y a 80% des gens qui sont sur... 90% je pense même des gens qui sont sur Windows. Mais quand ça va sortir sur Windows, bah voilà, il y aura peut-être un truc à penser quoi. Est-ce qu'il y aura une version entreprise où on va pouvoir collaborer, etc. Ils y mettent le pied dans, en tout cas c'est ça qui est cool je trouve, ils mettent le pied dans le collaboratif Arc. Par rapport aux navigateurs qui sont un petit peu... Voilà. On a des outils qui sont collaboratifs, des CRM, des outils de gestion de projet, on se met des arrobas, etc. à l'intérieur, mais le navigateur, le bordel qu'on utilise 10 heures par jour, reste encore sans fonctionnalité de collaboration, etc. Donc là ça va être assez cool d'imaginer un truc plus généralisé pour le monde de l'entreprise. Voilà. Parce que je le rappelle, hein, le but aussi de ces lives, c'est plutôt orienté entreprise. Donc Arc, là, ici, en effet, c'est un outil qui peut être utilisé par tout le monde, mais j'aime bien l'aborder sur le spectre de ce que ça apporte pour les entreprises. Donc Arc, toujours aussi chaud là-dessus. Toujours pas de visibilité sur la façon dont ils vont modéliser leur société en termes de prix, parce que tout est gratuit pour le moment. Mon point de vue, c'est qu'ils ajoutent un maximum de choses. Là, ils vont sortir la version Windows, donc pareil, ils vont faire un peu le même système. C'est-à-dire que, ok, une fois qu'ils auront la version Windows, la version Apple fonctionne déjà. Ils vont ingurgiter encore pas mal d'abonnés. Ils vont laisser tourner 3-4 mois comme ça. Ils vont se dire, ok, la fête est finie. Maintenant, vous avez goûté, il va falloir payer. C'est ce qui va certainement se passer. Donc à voir, il y aura toujours une version gratuite, je présume, mais je sais pas si on veut avoir plus de 3 espaces de travail, il faudra payer, etc. Donc il faut juste se le dire, si on n'est pas prêt à payer, autant rester sur Chrome ou Safari. Maintenant, Chrome, attention, c'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de coût. Ça a un coût en data, un coût en récolte de données de la part Google, etc. Pour les entreprises, ça peut être un petit peu... Voilà. Donc, Arc, on va le laisser de côté, c'est fait, on l'a vu. On va passer à Folk. Folk, c'est un CRM que j'aime beaucoup, qui est assez simple, mais à la fois puissant. Je vais l'ouvrir, Folk. CRM. Qui est un peu organisé dans la logique Notion. Je pense que les gens qui ont créé ça, ils sont partis d'un constat qui est les CRM sont peut-être un peu compliqués. Voilà. Je le dis, chacun se fait son point de vue. Ça peut être difficile à mettre dans les mains de quelqu'un qui
n'a pas de connaissances ou n'a pas eu de formation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on existe. Hein. Petite parenthèse, hein, chez BLC, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises pour les aider à déployer des outils, notamment des CRM. Donc on set up Pipedrive et au moment où on a fini de paramétrer, on forme les utilisateurs dessus. Et si on existe, on ne fait pas que ça bien sûr, mais si on existe, ça veut dire que les outils ne peuvent pas être compréhensibles sans avoir une formation. C'est pas tout à fait vrai, hein. Pipedrive on arrive à s'en sortir, mais si on a encore du boulot, ça veut dire que c'est pas toujours le cas. Et justement, ils sont partis du principe de allez, on va sortir un truc vraiment ultra simple, un peu comme ce qu'était Pipedrive il y a, je sais pas quand est-ce que c'est sorti Pipedrive, mais nous déjà ça fait bien 6-7 ans qu'on est dessus, donc j'imagine que c'est encore plus vieux que ça. Bah, un peu comme ce que c'était au départ, quoi. Un truc super simple, full focus, on tabasse pour les sales, et notre but c'est de vendre, quoi. Bien sûr, il s'est étoffé, ils ont gardé cette simplicité, malgré tout, c'est pas hyper compliqué à utiliser non plus. Mais voilà, Folk, on est vraiment... je sais pas si j'ai un Folk là qui tourne quelque part. Ouais, j'avais fait un truc ici, un peu pour tester. Voilà à quoi ça ressemble, donc c'est vraiment un Notion, quoi, en fait. Hein. Vous avez ici des sales pipeline tout simples, des vues, d'ailleurs on pourrait faire la même chose sur Notion, ça marcherait, mais il n'y aurait pas de notion d'argent sur Notion, enfin, il n'y aurait pas de statistiques, etc. Alors, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, non plus, mais ce qu'il n'y a pas forcément sur Notion, c'est le petit plugin. On va le télécharger ici pour vous montrer un petit peu ce petit plugin, hop. Non, là il me télécharge, c'est pas bon mon truc. Il me télécharge l'appli sur mon ordi. Alors il y a une appli sur l'ordi qui n'est pas vraiment une appli, c'est une app publiée for more speed and convenience. Bon, c'est plus rapide en tout cas sur l'appli ordi. Bon à savoir. Et par contre, moi j'aimerais bien utiliser le plugin Arc Folk CRM pour Chrome. FolkX, voilà, c'est ça. FolkX parce que celui-ci il est assez costaud. Et je me faisais la remarque, on en parlait avec Lucas, mon collègue qui drive toute la BU CRM chez nous. Pipedrive en l'occurrence, parce que chez nous la BU CRM se résume pas mal à Pipedrive. Et on se disait, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un truc hyper simple pour rajouter des contacts. En fait, moi je me rends compte que je parle beaucoup sur LinkedIn. Après, c'est peut-être que moi aussi qui a cet usage-là, je sais pas à quel point les autres l'ont. Et que j'aimerais bien ajouter des gens ou des conversations, de l'historique des conversations depuis LinkedIn, quoi. Imaginons, je suis là. Je sais pas, ici, Nicolas Legras, hop, je le consulte. Est-ce qu'il m'a rajouté mon plugin ou pas? Faut peut-être que je rafraîchisse. Voilà. Un petit add to folk, boum, ça se rajoute à l'intérieur. Je pars de LinkedIn, hop, je rajoute l'information, ça se rajoute dans folk, et je suis content, quoi. Si je clique dessus, voilà, les others. En plus, au hasard, Nicolas, co-founder, creative director. Ça, c'est un super truc, les others. Et vous décidez où vous l'ajoutez, quoi. Est-ce que c'est dans un groupe CRM, dans un groupe machin? Si vous faites add to CRM, vous avez tout un tas d'informations qui se sont rajoutées. Toutes celles en tout cas qu'il a bien voulu laisser publiques, hein, c'est pas du hack. Et si j'ouvre Folk, je devrais avoir normalement, si je rafraîchis, parce qu'on est sur un navigateur, Monsieur Nicolas Legras qui a été récupéré. Je peux connecter mon compte Google si je veux envoyer des emails, si je veux récupérer l'historique des emails que j'ai échangés avec Nicolas, je connecte mon compte Google, étant donné que j'ai son adresse email, ou pas d'ailleurs, parce qu'il l'a pas découvert ici, elle a dû être masquée. Je vais récupérer son historique. Avec Microsoft, c'est pareil, je peux rajouter des notes, etc. Si j'avais eu une discussion avec lui, il aurait récupéré une discussion sur LinkedIn. Hein. Je ne vais pas ouvrir mes MP parce que là, c'est un peu le bazar. Mais si j'avais eu une discussion, il aurait récupéré l'historique de la discussion. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'en fait, on part d'un contact, paf, on ajoute. Et maintenant, c'est disponible aussi, ce plugin, je crois, sur... On va essayer de voir un peu aussi au niveau des plugins, là. Ici, je vais l'épingler pour l'avoir. Je crois que c'est aussi disponible sur un site internet. .com. Je vais me mettre sur notre site. Eh, j'ai mis des moufles ce matin. Pourtant, il fait encore 25 degrés à Marseille. L'histoire, ici, je me mets par exemple. Je devrais avoir ici. Tac, si je clique sur le petit folk, que va-t-il me faire de beau? Bah, c'est cool. Je peux rajouter la société directement à Folk CRM depuis... donc là, c'est cette fois-ci une société que je vais rajouter. Si je l'ajoute, hop. Folk App. Je me remets sur
Voilà. Est-ce que je vais avoir quelque chose ici? Non, parce que je suis en vue People. Je l'utilise pas, hein, donc je découvre, je voulais juste en parler pour dire ok, c'est là, ça existe. Je vais me faire une vue compagnie. Ouais, c'est vraiment Notion, hein. Société. En table ou en pipeline. Group by statut, on va faire ça comme ça. Create. Ça marche pas. Compagnie. Voilà. Ok, et là donc j'ai le fameux BLC qui s'est rajouté. Avec les numéros de téléphone qu'il m'a découvert sur la fiche. Donc là, c'est nos 3 numéros de téléphone avec les agences. Les URL des réseaux sociaux. People at BLC, il n'a pas trouvé, mais j'aurais pu rajouter des gens. Et ce qui est bien aussi, c'est que si je suis sur une recherche LinkedIn, alors c'est payant. Il y a une version gratuite de Folk, pour répondre à Nesta qui pose la question dans le chat. C'est très bien, honnêtement. Moi, je le conseille. Je vais répondre au truc dans l'ordre. Et après, je vais vous montrer une autre fonctionnalité. C'est payant. Folk, CRM. C'est 8 €, je crois. Alors, il y a une version gratuite jusqu'à 200 contacts. Donc déjà, ça, boum, on peut se le dire, on est tranquille. Ok. Ensuite, c'est 18 € avec contact illimité, bulk email, donc avec la possibilité de faire des emails en masse, etc., etc. De mettre des droits, d'avoir des intégrations un peu plus poussées et tout et tout. Ça, c'est si on paye annuellement. Si on paye mensuellement, c'est 24. Mais après, toujours 200 contacts rajoutés. Une société, c'est comptabilisé comme un contact et une entreprise, c'est comptabilisé comme un contact. Faut pas se faire avoir. Encore une fois par membre. De toute façon, là, tu trouveras plus de CRM qui fonctionne pas par membre. Hein. Enfin, ou d'outils même au sens large, désormais, c'est par utilisateur le pricing. Mais c'est vrai que 24 €, on peut faire un peu dans Notion déjà. Notion, c'est le point 0, on peut faire un CRM dedans. On peut passer sur Hulk, c'est Folk, c'est le point numéro 1. Après, aller sur du PipeDrive numéro 2, quoi. Dans l'ordre un petit peu graduel d'usage, on va dire. Et encore, on peut rester sur ou Notion ou Folk, il n'y a pas vraiment de règles. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en plus, on peut lancer une recherche ici sur... si on a, je crois, je sais pas, on va faire Office Manager, je sais pas moi, chez PipeDrive. Ça va me sortir une liste de personnes. Et je crois, à moins qu'il ait arrêté ça, que je me mets sur personne, que je me mets ici sur le plugin Folk. Donc là, j'ai une liste de personnes par rapport à une recherche que je peux encore préfiltrer, etc. avec l'entreprise, PipeDrive, voilà, afficher les résultats. Tac, j'ai les office managers de chaque pays, par exemple. Je crois, si ça fonctionne encore, que je peux, voilà, c'est ça que j'aime bien, rajouter ici toute ma recherche en masse dans le CRM. Donc imaginons que j'ai Sales Navigator où je peux aller sur des filtres un peu plus pointus. Bah là, je peux rajouter en masse toutes les personnes directement. Donc soit une par une, si j'ai vraiment envie de ne pas prendre tout le monde, soit ici, j'ajoute tout le monde dans un groupe. Donc, je choisis le groupe et j'ajoute tout le monde. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal et ça nous frustre parce que c'est un vrai usage hein, pour le coup. Les gens font de la prospection, hein, c'est comme ça. Tout le monde ne fait pas d'inbound marketing, donc il faut aller chercher des prospects. Et le fait de pouvoir les ajouter comme ça en masse, bah, c'est pas mal. Donc il y a ces fonctionnalités-là d'ajouter soit une conversation une par une, ça va rajouter tout l'historique de la conversation à Folk dans LinkedIn, soit d'aller sur un site internet, ça rajoute automatiquement la société du site sur lequel on est, soit une recherche et ça rajoute tout le monde directement d'un coup. Ça j'aime bien. Ça honnêtement j'aime bien. Mais c'est payant en effet, voilà. Et ça a une petite... voilà, ça a plein de fonctionnalités. Là le but c'était pas de faire une démo de l'outil, hein. J'ai déjà une vidéo qui traîne quelque part d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Si je fais ça, je devrais peut-être avoir... Voilà. Allez voir sur la chaîne YouTube, tapez Folk. J'ai une démo complète et de FolkX et du CRM Folk. Allez jeter un oeil, ça peut être pas mal. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. On a passé pas mal de temps sur les deux premiers points. Hein. C'est voilà. Donc Folk CRM à prendre en compte, c'est un petit acteur. Je crois que le board est francophone en plus, donc français voire même, et qui sont assez forts pour lancer des produits, ça c'est certain. Intelligence artificielle. Alors, on voit de plus en plus de choses qui essayent de réguler. Est-ce que c'est bien de réguler? Est-ce que c'est pas bien de réguler l'intelligence artificielle? Chacun aura son point de vue. Je vais essayer de relayer d'un œil un peu objectif, même si j'ai mon point de vue à moi, bien entendu. Mais quand on voit que les propres acteurs de l'intelligence artificielle essayent eux-mêmes de réguler leur propre tech, déjà il y a deux choses, c'est on peut se dire que ça nécessite une régulation.
Voilà. Et deuxièmement, on peut se dire qu'ils ont peur que ça soit régulé par quelqu'un d'autre et que ça leur mette des bâtons dans les roues. Deux choses. Donc là, je ne suis pas abonné à Siècle Digital, il faut vraiment que je le fasse parce qu'à chaque fois les news sont quand même assez bien pointues, j'aime bien. Donc je m'abonnerai, je vais pas le faire là en live, j'ai pas eu le temps de le faire ce matin. Donc j'ai que la preview par Mathilde Rochefort. Ici, 4 des plus importants acteurs de l'intelligence artificielle, entrepris Google, Microsoft et OpenAI, avancent dans leur projet autonome de régulation de l'IA. Ils viennent de nommer un directeur pour l'espèce d'association qu'ils ont créée pour s'auto-réguler. Je vous mets le lien de l'article, hop, dans le chat si vous voulez le voir. Donnez de la force à Siècle Digital qui sort souvent des choses quand même pas mal. Moi, c'est un peu un des médias IT Tech entreprise, on va dire, que je consulte et pour lequel il faut que je m'abonne. Donc voilà un petit peu cette partie-là. Il y a aussi les États qui s'y mettent. Là, on a un groupement Union Européenne, Royaume-Uni. Là, pour le coup, je suis abonné au Monde, donc ça va être plus simple. Qui nous dit l'Union Européenne espère trouver un accord sur Artificial Intelligence Act en novembre. Un des sommets sur l'intelligence artificielle doivent également se tenir au Royaume-Uni et au Japon. Mais malgré cette convergence à s'emparer de cette technologie, les stratégies des États diffèrent. Donc il va falloir qu'ils s'entendent là-dessus pour proposer, est-ce qu'il y aura des règles en Europe, des règles en Asie, des règles aux États-Unis, des règles différentes, comme il peut y avoir avec le Patriot Act, par exemple, aux États-Unis, et d'autres choses, RGPD en Europe. Est-ce qu'on aura aussi chaque continent ou groupement comme ça qui va se faire ses propres règles? En tout cas, on va certainement assister à des choses de régulation pour pouvoir continuer d'avancer dans le bon sens sur le sujet de l'intelligence artificielle. Voilà, donc pareil, je mets le lien, c'est un article payant. Offrir l'article, je pourrais l'offrir, je sais pas combien de personnes je peux l'offrir. 5 articles au pied de l'un, si je l'ouvre, le premier qui est dessus, il pourra le consulter. Allez, c'est comme ça. J'offre un article. Sinon, c'est un article payant, vous savez, Le Monde, au bout d'un moment. Et c'est normal, hein, parce que il faut bien qu'ils payent les journalistes. Tout n'est pas accessible. Donc on a deux solutions, soit balancer de la pub à gogo sur les sites, soit faire payer son travail. Et moi je suis assez pour un web payant, même si tout le monde n'arrive pas à le comprendre. Ben, quand c'est payant, c'est que on rémunère convenablement les gens qui créent le contenu. Parenthèse fermée. Donc voilà, un petit peu de régulation qui est en train de s'opérer au niveau de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez un avis dans le chat là-dessus. Si vous utilisez l'intelligence artificielle, comment? Moi je l'utilise, mais à travers les plugins d'OpenAI. Tu utilises l'IA pour tout. Bah voilà, Nesta qui nous dit ça dans le chat était aussi pour. Bah, je pense que ceux qui utilisent l'IA et qui sont assez moteurs, on va pas dire pro IA, mais qui sont assez chauds de l'utiliser de façon décomplexée, sont, je pense, quand même assez pour être régulés, parce que sinon ça peut partir un peu dans tous les sens, donner des choses assez bizarres et qu'il y ait une défiance qui se crée envers l'intelligence artificielle et que ce soit finalement contre-productif. Voilà. Recette, mail, boulot, médecin, ok. Voilà, donc vraiment pour tout en effet. À titre perso, à titre privé, voilà. Mais c'est cool. Mais voilà, je pense qu'on est ceux qui l'utilisent, moi je l'utilise aussi, assez pour qu'il y ait une régulation pour éviter les dérives et éviter les défiances envers cette techno qui pourrait être contre-productive pour la techno en elle-même. Voilà. Moi je l'utilise à travers les outils, TLDV notamment, celui auquel je pense toujours, qui intègre de l'intelligence artificielle à l'intérieur de son outil de replay de visio. On fait beaucoup de visio chez BLC, comme tout le monde je pense. Et dès qu'on lance une visio sur Google Meet ou autre, ça enregistre la visio, ça vient chapitrer et faire un sommaire de ce qui s'est dit et ça vient déclencher les prochaines actions automatiquement. C'est un gain de temps. S'il y a une visio qui dure 1 heure, qu'on a envie de donner le replay à une personne qui n'était pas là, elle doit se taper l'heure entière pour comprendre ce qui s'est passé. S'il y a un sommaire qui se crée automatiquement avec des chapitres et des prochaines actions, en 5 minutes, on a l'essence même de ce qui s'est passé en 1 heure, c'est une folie. Voilà. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle intégrée à l'intérieur d'un outil qui utilise un plugin OpenAI, une API vers OpenAI. Parce qu'on dit l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT.
ok. Et ça représente une part infime de ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est adossé à chacun des outils qu'on utilise. En premier lieu, celui qu'on utilise tous, le moteur de recherche Google. Voilà. C'est de l'intelligence artificielle, et depuis longtemps. Donc, des régulations qui sortent. Là, j'ai pris ces deux articles-là parce que c'est ceux sur lesquels je suis tombé. Celui-ci date de ce matin, de Siècle Digital, et Le Monde, il datait de le 23, donc c'était en début de semaine, quoi, en gros. Facture électronique. On change un peu de sujet, on va dans le monde de la gestion cette fois-ci. Et on a eu le nouveau calendrier de la facture électronique. Je fais une petite parenthèse pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la facture électronique. C'est une tentative pour le moment. Parce que c'est pas encore sorti. Quand c'est pas sorti, ça reste une tentative. Vu que ça a été annulé cet été, bon, allez, on enlève tentative. C'est une loi qui va concerner les entreprises soumises à la TVA, qui va obliger les entreprises soumises à la TVA d'échanger leurs documents commerciaux, factures notamment, entre fournisseurs clients de façon électronique et pas de façon dématérialisée. Ça veut dire qu'en gros, je suis Baptiste de la société BLC, j'ai envie de facturer un client qui m'a acheté un super CRM Pipedrive, je vais lui envoyer actuellement ma facture en PDF. Il va recevoir cette facture, il va la saisir dans son logiciel de gestion commerciale en facture achat. C'est une vente pour moi, c'est un achat pour lui. D'accord ? Ça, c'est l'état actuel des choses. On a dématérialisé le flux parce que je lui envoie en PDF. Okay ? Demain, la facture électronique, c'est quoi ? Ce même client, je lui vends un super CRM Pipedrive, je saisis ma facture dans mon logiciel, je clique sur « Envoyer » et ça va l'envoyer directement dans son logiciel à lui. C'est-à-dire qu'il va se réveiller un matin, il va ouvrir son logiciel et il aura ma facture qui sera arrivée, qui sera déjà saisie dans son logiciel. Ce ne sera pas un PDF que j'aurai envoyé qui sera obligé de ressaisir, ce sera les deux logiciels qui auront communiqué directement entre eux. Ça, c'est la facture électronique. De façon hyper vulgarisée, d'accord ? Entre les deux, bien sûr, il y a de la technologie parce que ça ne peut pas juste échanger. Si moi, j'utilise par exemple Sage pour facturer, que lui, il utilise EBP ou Pennylane plutôt, il utilise Pennylane. Pour que ma facture au format Sage se mette dans sa facture au format Pennylane, il va falloir que les formats cohabitent. Donc c'est ce qu'on appelle l'EDI. Donc entre les deux, il va y avoir plusieurs acteurs qui vont être au milieu, notamment un qui s'appelle l'État. Donc quand moi je vais faire ma facture, que ça va l'envoyer la nuit, là, ça va passer par l'État. L'État va regarder et va dire tiens, Baptiste de BLC a vendu un CRM à Tartampion à 10 000 euros. Ben moi, là-dessus, je vais prendre 2 000 euros, ça s'appelle la TVA. D'accord ? Et donc, il va être au courant, l'État, parce qu'il sera au milieu de toute la TVA à collecter, la TVA collectée, due, pas due, dans les deux sens, etc. Achat, vente. Bref, vous avez compris le principe. Et donc, ça va éviter la fraude à la TVA. Tout simplement. Voilà pourquoi c'est sorti en premier lieu. Après, bien sûr, pour les entreprises, ça simplifie vachement les choses. Nesta, tu nous dis que c'est une connerie. Ça, après, chacun son avis. Je trouve que ça facilite pas mal les choses. Néanmoins, ça a été repoussé déjà une première fois cet été. Donc c'est une connerie dans l'exécution du projet de la part de l'État. Ça, on peut être d'accord. Parce que leur portail, qui s'appelle le PPF au milieu, n'était pas forcément prêt. Portail public de facturation, qui existe déjà sous le nom de Chorus pour les entreprises publiques. Non, pas pour les entreprises publiques, pour les entreprises qui traitent avec des tiers publics. Ça existe déjà. Déjà, Chorus, c'est l'enfer. Bah, c'est pareil que Chorus, voilà. C'est exactement la même chose, mais vu que ça va être généralisé à toutes les entreprises, on peut imaginer que ce sera un peu mieux que Chorus. Enfin, j'espère. Ça fonctionne jamais. Ça facilite. Nesta, tu nous dis, mais est-ce que leur architecture va réellement fonctionner ? Bah voilà, c'est ça la question. Pour le moment, non. Concrètement, ça devait être juin 2024, la première salve. Ça a été repoussé cet été sans trop de raisons, parce qu'on a appris plus tard que le PPF n'était pas prêt, leur techno. Voilà. Encore hier, j'ai la secrétaire pendant 4 heures sur Chorus pour une seule facture. Ouais, non, mais on sait que c'est le bordel. Nous, on utilise aussi on a des clients qui utilisent Chorus. C'est pas prêt.
Et encore, il y a un pourcentage, petit pourcentage des entreprises qui sont soumis à Chorus, parce qu'il faut traiter avec des tiers de l'État. Maintenant, quand ça va concerner 100% des entreprises, il y a plutôt intérêt que ça marche. C'est pour ça que ça a été décalé. Et donc le nouveau calendrier, tout ça pour en venir en fait aux news aussi, c'est... donc ils expliquent ici la généralisation, blablabla. Le gouvernement a annoncé dans le communiqué de presse du 28 juillet le report du calendrier de déploiement. Donc là, en plein été, nous, on avait prévu... On est intégrateur Sedge aussi, hein, donc on avait prévu tout un process en fait autour de la facture électronique pour qu'en septembre on puisse démarrer pour que les gens en juin soient prêts. En juillet, en vacances, tranquille, on apprend ça et on se dit waouh le bordel, ok. Donc ça a été reporté mais sans nouvelle date. En juillet, on n'avait pas de date. Donc là, vacances déjà un peu chiante. Ainsi, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, déposé le 17 octobre, il y a un nouveau calendrier qui est sorti. Le 1er septembre 2026, cette fois-ci. Pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire en émission. En émission de facture. Mais en réception pour tout le monde. Alors, il y a le sens émission, donc je suis, fournisseur de quelqu'un, j'envoie ma facture de vente. Et en réception, je reçois une facture d'achat. Donc en émission pour les grandes entreprises et les ETI. Mais ça veut dire que les PME doivent recevoir aussi. S'ils ont des clients qui sont grandes entreprises ou taille intermédiaire, il faut pouvoir recevoir. Et comme on a tous en client, à peu près tous, EDF ou truc d'électricité pour payer son électricité dans les bureaux, on va tous être obligés de recevoir des factures au format électronique dès septembre 2026. Et ensuite en 2027 pour tout le monde. L'ancien calendrier déterminé prévoyait un déploiement à partir du 1er juillet 2024, je le disais, 2025, 2026. Donc là, c'est fini ça. Ça, c'est le nouveau calendrier. Avec une phase pilote, malgré tout, quand même, pour les gens qui veulent participer à la phase pilote. On ne sait pas trop comment ça va se tourner, tout ça. Prévu à partir de juin 2024, malgré tout, de janvier à... Attends, qu'est-ce qu'ils racontent eux ? Ouais, c'est ça, de janvier à juin 2024. Donc c'est pas mal quand même, une petite phase pilote là qui va arriver. Donc pour les entreprises qui veulent, et même pour toutes les entreprises d'ailleurs, c'est pas mal de s'y prendre un peu tôt pour prévoir au mieux ça et commencer les phases pilotes de 2024 et être prêt en 2026 et tout et tout. Les outils de facturation, PDP, PPF et tout ça, je vais pas rentrer dans les détails ce matin, on a déjà traité plein de fois le sujet sur BLC. Allez voir tout ça, je vais mettre le lien HTTPS de notre site sur lequel on publie un peu tout ça, voilà. Si ça intéresse, cette partie plutôt orientée gestion. Donc la facture électronique, gros morceau à venir pour les entreprises et les logiciels notamment de gestion. Tuk 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 tuk. On va clôturer là-dessus. Un sujet qui pas qui m'inquiète, mais que j'aime bien évoquer dans Hack ta productivité, la newsletter, que j'envoie pas tous les jeudis, ça c'est fini, j'ai plus le temps, que j'envoie régulièrement, dans lequel je traite plutôt de productivité pure, et un peu d'outils aussi. Je me rends compte, par ma propre utilisation, par les proches qui m'entourent, par les gens que je vois, par mes enfants, etc., qu'on est de plus en plus dépendant aux smartphones et aux réseaux sociaux, et que ça un peu impacte la santé mentale. On a du mal à se concentrer, on a du mal à rester 1 heure sur un sujet qui serait pas suffisamment intéressant pour notre cerveau parce qu'il a de plus en plus tendance à recevoir de la dopamine en bloc, notamment avec les Reels, les TikTok comme ça, où on regarde des petites vidéos de 10 secondes qu'on fait dérouler et qui nous procurent à chaque fois un peu de dopamine. Ça fait du bien, je sais pas, ça, c'est un effet un peu salvateur. C'est les réseaux sociaux, c'est les Tinder, c'est les Candy Crush, c'est pareil. Ils ont bien compris que pour nous faire rester le plus longtemps possible, il fallait mettre des choses un petit peu addictives à l'intérieur, sinon on se barrait au bout d'un moment, quoi. Et donc on voit aussi des choses fleurir un petit peu comme dans le principe de la régulation de l'IA, des projets ici de tentatives de régulation de cet aspect addictif dans les réseaux sociaux. Donc on en a 2 que j'ai pris, mais il y en a plein qui fleurissent. On va prendre le premier ici. Des financiers de la tech se soucient de la santé mentale. Une alliance de sociétés veut peser pour atténuer l'impact négatif de la technologie sur les cerveaux humains, comme l'addiction, le stress ou les troubles du sommeil. Voilà. Donc je sais pas si c'est que moi, mais depuis que je suis vraiment à fond sur les réseaux sociaux, parce que ça fait partie de notre métier, il faut créer du contenu pour BLC,
pour les réseaux sociaux, pour nous faire connaître, etc. Donc du coup, indirectement, bah, je suis pas obligé d'y aller, mais j'y vais, quoi, notamment LinkedIn. Chacun a un peu son petit truc, hein, ok. Il y en a c'est Instagram, donc TikTok, certains Twitter. Moi, c'est un peu Twitter, LinkedIn, le truc. YouTube, à bloc, mais je le considère pas forcément parce que je suis pas YouTube Short. Ça, j'y vais jamais. Mais YouTube, quoi. Ça a remplacé la télé, quoi, pour moi, concrètement. Toi, rien. Oh, le boss. Alors là, franchement, bravo. Pas de réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment, t'y vas jamais, quoi. Et bah, franchement, chapeau. Et continue là-dessus parce que... Après, moi, je suis responsable du marketing, entre guillemets, chez BLC. Donc, si je vais pas sur les réseaux sociaux alors qu'on fait que de l'inbound marketing, c'est compliqué. C'est compliqué. Sinon, je pense que j'irai pas, concrètement. Tu vois. J'ai juste LinkedIn, mais je poste une fois par an. Ok. Mais tu consommes sur LinkedIn ou pas trop non plus, quoi? Parce que LinkedIn, c'est un réseau social, hein, enfin. Tu vois. Pas obligé de poster, non, rien. Ok, bon, voilà. Top. Bah, franchement, bien joué parce que c'est pas facile. En fait, on a tendance tout le temps à regarder son smartphone pour aller chercher un peu de dopamine. Et on fait que ça, quoi. Et donc, il y a pas mal de... Voilà, les financiers de la tech, j'ai vu ça sur Le Monde aussi. On va lire un peu le chapeau ici. Tu te connectes une fois par mois. Eh bien, bien joué. Addiction aux écrans, troubles de l'attention ou du sommeil, exposition des enfants à des contenus inappropriés. Après le climat, la santé mentale des utilisateurs des hautes technologies devient le nouveau cheval de bataille d'investisseurs institutionnels, soucieux de donner un contenu tangible aux stratégies ESG, environnement, social, gouvernance, ce triptyque censé garantir une prise en compte des enjeux à long terme dans le choix des déplacements, dans le choix de placement, pardon. Donc en gros, les financiers de la tech, ce sont les investisseurs qui se soucient eux-mêmes des applis dans lesquels ils investissent. 27 sociétés de gestion donnent donc le coup d'envoi mardi 11 juillet. Attends, c'est quand ça? Ah oui, c'était cet été. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, ça parle de ça. Ça parle de ça, et plus récemment, pour avoir des news un peu plus fraîches, là, parce que la matinale, c'est les actus de la semaine, si je balance un truc de juillet, ça n'a pas de sens. Meta accusé par 40 États américains de nuire à la santé mentale de la jeunesse. Donc là, il y a 40 États américains. Et américains, c'est important. C'est-à-dire que c'est un peu les derniers dans ces sujets-là, en général. Eux, ils sont en mode dérégulé, let's go, allez-y, balancez ce que vous voulez. J'exagère, bien sûr. 40 États américains ont lancé des poursuites judiciaires contre Meta, maison mère de Facebook et Instagram, c'est important. Ils accusent ces plateformes de nuire à la santé mentale des jeunes. Les adolescents ne peuvent pas s'en passer. En effet, Instagram, TikTok, YouTube, jusqu'à 95% des Américains disent utiliser un réseau social. Bon, ça ok. Ils disent pas vraiment... Meta a cherché à ne pas faire devancer par TikTok. Bah ouais, c'est un peu la course à pas se faire bouffer, quoi. Vu que Meta a toujours tendance à copier ce qui sort à côté, bah eux, ils intègrent tout. Tout ce qui rend addictif, ce qui peut permettre de rester le plus possible sur la plateforme, allez, on y va, c'est parti, quoi. Les stories avec Instagram qui vient de Snapchat, les Reels qui viennent de TikTok, les IGTV qui viennent de YouTube, ça c'est let's go. Donc dans le but de faire rester les gens le plus longtemps possible pour qu'on puisse balancer de la pub à gogo et récolter des data sur comment on utilise les réseaux en fonction de notre tranche d'âge et tout et tout. Voilà, donc c'est un sujet moi qui m'inquiète honnêtement, déjà pour moi-même, mais bon, pas de façon... Enfin, je le constate par moi-même, on va dire. J'essaye à me forcer à ne pas le faire. Mais c'est dur, quoi. C'est dur parce qu'on sent qu'à l'intérieur, il y a vraiment quelque chose qui, quand on l'ouvre, nous apporte une satisfaction. Je trouve, je sais pas si vous notez la même chose. Alors si on n'y va pas du tout, je pense comme Nesta nous le dit dans le chat, on n'a pas le temps de se rendre addict. C'est un peu comme tout. Si on fume une cigarette, on va pas être dépendant de la cigarette en fumant une cigarette, quoi. Attention, la cigarette c'est dangereux, etc. Je sais pas s'il y a besoin de faire des disclaimers sur Twitch. Mais vu qu'hier je me suis fait strike une vidéo de 3 minutes parce qu'il y avait une musique qui est passée, je prends des pincettes. Mais voilà, on fume une cigarette, on va pas être addict à la nicotine, comme ça du jour au lendemain. Donc dans le cas de Nesta, si tu vas une fois par mois, tu consultes un truc, bon, tu seras pas forcément addict. Mais si on commence à aller tous les jours, c'est là où après on peut plus s'en passer, quoi. Et donc moi ça m'inquiète. J'essaie de publier de temps en temps des trucs sur à la fois la newsletter, à la fois LinkedIn, si ça peut toucher 2-3 personnes. Et ça a un autre biais dérangeant, surtout avec les actus du moment, j'en parlais hier avec ma compagne, c'est qu'en fait, dans ces réseaux sociaux, on a tous des fils d'actualité différents. Si je vous ouvre mon fil d'actualité LinkedIn, qui est un réseau social, il y a de fortes chances ici que j'ai pas du tout le même que vous.
mais genre pas du tout. Voilà. Je vais avoir des choses, si vous ouvrez le vôtre, vous n'aurez pas ça. Vous aurez vos trucs à vous. Et c'est souvent des choses que l'algorithme a détectées comme étant intéressantes pour nous. Parce qu'il se dit, tiens, il a passé du temps sur ce poste, un poste similaire il y a quelques jours, donc je vais lui balancer des postes similaires, notamment l'IA. Voilà, il y a des sujets qui m'intéressent. Donc il va me rebalancer des choses. Ce qui fait qu'on a des fils d'actualité qui vont nous conforter déjà dans des croyances qu'on a. Et si vous voyez où je veux en venir, même si j'ai pas du tout envie d'aborder ces sujets-là, politique et ce qui se passe un peu partout dans le monde, il peut y avoir plusieurs camps, en général, dans des guerres, des choses comme ça. Il peut y avoir plusieurs camps, et en fait, les membres de chaque camp, lorsqu'ils vont ouvrir leurs réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, ils vont être confortés dans leurs croyances. Parce qu'ils passeront souvent plus de temps sur des choses auxquelles ils croient déjà, et donc l'algorithme se dira, ils ont passé du temps là-dessus, je leur rebalance du contenu similaire, et je leur balance pas un point de vue différent. Et donc du coup, ça va créer des écarts importants dans les croyances. Et qui dit créer des écarts importants, dit créer finalement des tensions entre les deux camps. Voilà. Parce qu'on a des fils d'actualité différents. Je suis pas un boomer, mais à l'époque où on regardait le journal de 20h sur France 2, on avait tous, même si des fois il y avait des choix un peu difficiles éditoriaux, mais on avait tous la même information. Quand on lit le journal, Le Monde, on a tous la même information. Sur Le Monde, on va en actualité, alors sauf si ça change, et qui s'adapte un peu aux réseaux sociaux, on va tous avoir la même page d'accueil. Et donc on aura tous la même retranscription de l'information, même si on se fera un point de vue différent, et c'est normal. Après, les journalistes sont là pour retranscrire l'information de la façon la plus froide possible. Après qu'on s'en fasse un point de vue, c'est différent. Mais au moins on aura, voilà, hop. Parce que si on passe 2 heures sur Instagram et qu'on voit que des choses liées à un camp et pas à l'autre, ça va nous conforter. Et si le camp inverse, voilà, ça, vous avez compris le principe. Donc je trouve que ça, c'est dangereux à 2 étages. Voilà. C'est dangereux avec l'addiction, le temps qu'on y passe, et le fait qu'on puisse plus se concentrer, qu'on dort mal, qu'on n'arrive plus à profiter des moments simples de la vie, etc. Ma chaise est désagréable. Je sais pas si vous l'entendez dans le micro. Elle grince. Je vais mettre un peu d'huile là-dessus, je vais m'en occuper. Et donc ça, c'est la première chose, le temps qu'on y passe. Et la deuxième chose, le fil d'actualité complètement biaisé. Donc on va rentrer dans des biais, on va créer des entre-soi, etc. Donc voilà, ça tendance un peu à m'inquiéter, à me saouler. En fait, je préférais que les réseaux sociaux soient payants et qu'on arrête d'y mettre des choses qui nous rendent addicts. En fait, il faut que ce soit monétisé un réseau social, c'est normal. Il y a des hébergements, il y a des gens à payer qui développent le site. Il y a un service marketing, juridique, facturation, administratif, ce que vous voulez, c'est une société. Donc ça peut pas fonctionner de façon gratuite. Ici, LinkedIn, moi je l'utilise de façon gratuite. Je sais pas, 80% des gens vont sur LinkedIn sans payer. Je connais pas la stat officielle, mais on n'est pas tous sur Sales Navigator. Donc il faut bien qu'ils trouvent un moyen de monétiser. Comme on dit, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Exactement, Nesta. C'est exactement ce que je disais l'autre jour. Et donc le produit, c'est nous. Pourquoi ? Parce qu'on va donner notre attention, on va donner notre data au réseau social qui va pouvoir nous balancer plus de pubs ou comprendre comment on fonctionne pour pouvoir vendre de la data derrière. Donc c'est jamais vraiment gratuit en fait. En fait c'est gratuit si, mais c'est pas parce que c'est gratuit qu'on n'y met pas de valeur à l'intérieur. Donc moi je suis un peu inquiet, honnêtement. Ça peut faire un aspect boomer, etc. Pas de problème, j'assume, j'ai 36 ans, je suis peut-être un boomer et pas de souci. Mais j'ai ma fille de 12 ans qui va bientôt, ou pas d'ailleurs, être sur les réseaux sociaux et quand je vois ce que c'est, ça m'enchante pas du tout, parce qu'on n'a pas encore à ces âges-là le discernement nécessaire pour se rendre compte que le fil d'actualité il est très personnalisé et que les reels c'est débilisant quoi. C'est débilisant et ils veulent tout faire pour qu'on reste le plus longtemps possible pour envoyer de la pub. Donc j'ai bien hâte que ça soit régulé, ouais. Et j'aimerais bien honnêtement, je suis pas pro-américain ou quoi, qu'ils se mangent un gros procès et qu'ils enlèvent leur truc addictif, quoi. Et que ça devienne payant, mais soit. Je préfère payer de mon argent que de payer de mon cerveau. Après, c'est un choix personnel. Certains peut-être préfèrent payer de leur cerveau et garder leur argent. Ça, après, c'est différent. Voilà. Mais moi, j'arrive plus à me concentrer, j'ai vraiment de plus en plus de mal. C'est pas un hasard, je trouve, si les méthodes de productivité, de développement personnel fleurissent à ce point.
Parce que plus il y a de symptômes, plus il y a de remèdes. Hein, plus il y a de maladies, plus il y a de médicaments. Donc le médicament, c'est le développement personnel. S'il n'y avait pas de symptômes liés à de la contre-productivité, il n'y aurait pas de plus en plus de méthodes qui sortent. Donc je trouve que c'est dans le médicament qu'on voit l'essor du symptôme, l'essor de la maladie. Moi le premier, enfin, je cherche des méthodes de productivité à bloc, j'en partage parce que j'ai de plus en plus de symptômes. Il est -8, on a fait un bon tour des actus. Merci Nesta d'avoir passé un peu de temps et aux autres qui ont pas, voilà, qui sont là, qui regardent, mais qui participent de leur façon à ce petit live du vendredi. Les actus au niveau des lives, des prochains qu'il va y avoir. La semaine prochaine, je suis en vacances, donc pas de live. Il y a des vidéos qui vont sortir sur la chaîne YouTube, que j'ai déjà faites, des replays de live et tout. Et après, au retour de vacances, donc le 6 novembre, je reprends le mardi, le jeudi et le vendredi. Le mardi, on déroule les sorties Product Hunt. Le jeudi, productivité, donc là, je vais continuer le projet d'outils RH sur Notion, que je build in public. Donc je construis en public l'outil RH qu'on va utiliser chez BLC le jeudi. Et le vendredi, la matinale, les actus tech. Mardi, jeudi, vendredi. C'est aussi les jours où j'emmène pas mon fils à l'école, donc je peux être là à 9h. Je vous souhaite à toutes et tous qui étaient avec moi ce matin une belle fin de semaine, un bon vendredi, un bon week-end, des bonnes vacances à ceux qui en prennent, et à bientôt. Ciao tout le monde!